Cette fois, il va nous parler de comment développer une application qui peut gérer 1 million de requêtes. Bienvenue, Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je partage. Rebonsoir encore. Merci aux organisateurs de me, de me donner la possibilité de parler d'un sujet qui me passionne, donc l'architecture. Donc aujourd'hui, on va voir, durant les 30 prochaines minutes, on va voir comment concevoir une architecture qui peut gérer le million de requêtes au plus. Donc, moi, c'est Gervais Yuansi. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis salarié à Berlin. Je travaille dans une entreprise tech à Berlin. Je suis entrepreneur tech aussi. Et je suis aussi depuis peu formateur. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou alors sur Clean Code Lab. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, en fait, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est justement l'importance de la scalabilité. Donc, l'importance de réfléchir à la scalabilité depuis le début de la conception d'une application. Donc, c'est quelque chose que je trouve que c'est assez important et qui est souvent négligé dans des projets tech. Ensuite, on va voir les deux philosophies qui entrent souvent en jeu pour conceptualiser un projet tech, donc une application, un back-end, un front-end. Et bon, comme c'est un sujet un peu théorique, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va avoir un cas d'étude pour y ajouter un peu de la pratique, quoi, pour que le sujet ne soit pas trop ennuyeux. Et puis bon, on va finir avec les questions. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important dès le départ de penser à la scalabilité? Déjà, il faut, à mon avis, hein, en fait, bon, ce dont je parle là, ça me concerne moi, et bon, c'est juste quelque chose que je veux partager. C'est que je pense qu'il est important d'anticiper la croissance. Parce que, en fait, la croissance, le succès ne s'annonce pas, il cogne juste à la porte. Et si tu n'es pas prêt, euh, il passe et il cogne à la prochaine porte, quoi. Donc, en fait, il faut que ton application soit assez performante pour pouvoir gérer une charge assez importante. Donc, si tu n'es pas prêt, le succès va cogner à la prochaine porte. Ensuite, une autre raison de penser à la scalabilité depuis le départ, c'est de réduire la dette technique. Parce que comme je disais tantôt, si subitement du jour au lendemain, les gens utilisent ton application et ton application ne peut pas gérer, et tu te retrouves en train de devoir modifier ton code pour pouvoir gérer la charge, alors tu vas perdre énormément de clients. Donc, et ensuite aussi, ça imbrique directement sur le prochain point, qui est l'optimisation de l'expérience utilisateur. Donc, lorsque les utilisateurs utilisent une application qui est réactive, responsive, et par conséquent, l'application est user-friendly. Donc, et le dernier point, c'est la résilience. Donc, lorsque ton application est scalable, alors, bon, il y a des aspects, on va entrer en détail. Il y a des aspects qui rendent ton application aussi résiliente pour pouvoir donc justement permettre que ton application puisse fonctionner aussi, même en cas de problème. Comme je dis, je vais entrer dans ce détail un peu plus cette résilience un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ensuite, comme je mentionnais en début, on a deux philosophies de base qui vraiment, à mon avis, sont des clés pour concevoir un système robuste et performant. On a le Domain Driven Design, dont lui, il se focalise plus sur quitter d'un problème et développer une solution fiable avec des composantes qui travaillent ensemble pour pouvoir donc justement résoudre le problème, donner une solution au problème. Et ensuite, on a le Reactive Manifesto. Le Reactive Manifesto, lui, il est plus orienté technique, donc donner des mécanismes techniques à ces composantes
qu'on a identifiés pendant le domaine Driven Design pour justement le bon fonctionnement entre toutes ces composantes-là. J'ai introduit des concepts assez complexes, mais je vais entrer un peu plus en détail au fur et à mesure de la présentation. Donc, le domaine Driven Design, en fait, c'est quoi? Bon, ça a été théorisé par Eric Vance depuis les années 2003, pardon. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler du fameux Blue Book de Eric Vance qui est sorti en 2003. En gros, bon, le domaine Driven Design, c'est un processus, comme je disais tantôt, pour quitter d'un problème business ou alors des processus business, modéliser et atteindre et identifier des composantes, comment est-ce qu'elles communiquent ensemble justement pour permettre que le système fonctionne. Donc ici, j'essaie de synthétiser parce que bon, 30 minutes, même en plus de 30 minutes, c'est pas possible d'expliquer tout le DDD. Donc j'essaie juste de simplifier un peu, de synthétiser un peu. Donc, en gros, de ma petite expérience avec le DDD permet d'avoir une compréhension commune du système qu'on veut développer. Quand on parle de compréhension commune, on parle des project managers, des développeurs, ainsi de suite. Donc, et le DDD permet aussi, et c'est un peu ça la clé, c'est de découper le système partant du problème business ou alors des processus business, c'est de découper et identifier donc justement les composantes et leur communication, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble justement pour que le système fonctionne. Et ensuite, un autre aspect que le DDD essaye de résoudre, c'est justement pouvoir refléter dans le code les processus métiers. Donc, c'est bien aussi, lorsqu'on voit le code, si on est dans un système de traitement de commandes, ce serait bien que lorsqu'on ouvre le code, on voit par exemple une classe commande. Donc, ça permet de faire une analogie avec le système qu'on est en train de vouloir modéliser. Et puis, autre chose où le DDD aide vraiment, c'est avoir une architecture qui est évolutive et maintenable. Donc, en fait c'est un peu ça pour le DDD. Maintenant, on a le Reactive Manifesto que j'ai mentionné tantôt. Le Reactive Manifesto, lui aussi, il a vu le jour en 2014. Donc, en fait, c'est je dirais, un accord qui a été développé par plusieurs géants de la tech. Parce que, bon, dans les années 2020, dans les années 2014, Facebook était déjà né, Snapchat était né, Instagram était né et d'autres. Twitter aussi était né. Et donc, tous ces géants-là, ils ont été confrontés pendant les années 2000 à une utilisation massive de leur application, des millions d'utilisateurs, même des centaines de millions d'utilisateurs par jour. Et donc, ils ont été confrontés aux mêmes problèmes qui sont les utilisateurs veulent des applications qui répondent rapidement aux requêtes, ils veulent des applications qui fonctionnent même en cas d'erreur, et ils veulent des applications qui fonctionnent même quand la charge est élevée. Et donc, lorsqu'ils ont discuté ensemble, ils sont donc arrivés à 4 principes clés qu'on peut voir sur le diagramme. En fait, le principe, ce qu'on veut en fait atteindre avec une application, c'est que l'application doit être user-friendly. Et le premier facteur, c'est que l'application doit pouvoir répondre rapidement aux requêtes. Et donc, ils ont donc identifié 3 principes socles qui permettent justement d'avoir une application qui répond rapidement aux requêtes. La première, c'est l'élasticité. Donc, l'élasticité dit l'application doit pouvoir répondre aux requêtes même en cas de charge, lorsque la charge augmente. L'application doit toujours continuer de fonctionner et pouvoir répondre aux requêtes dans un temps abordable. Le deuxième, c'est la résilience. Même chose ici, l'application doit pouvoir continuer de fonctionner, répondre aux requêtes dans un temps abordable, même en cas d'erreur. Et ce qui permet tout ça, que ça fonctionne, c'est que les composantes, c'est le message driven. Les composants de notre système, comme on a vu, quand on parle de composantes, pardon, quand on parle de composantes, on vient du domaine driven design, ce qu'on identifie justement, qu'on applique les principes du domaine driven design, on identifie les composantes. Donc, pour permettre tout ça, les composants de notre système doivent être message driven, donc communiquer de façon asynchrone. Donc, c'est un peu ça que le Reactive Manifesto met sur pied comme principe ou alors philosophie.
Donc, la combinaison donc, du DDD et du Reactive Manifesto, ça crée une synergie qui est assez intéressante. Donc, d'un côté, on vient du, 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 du- de la logique métier du business. Donc, on a un problème business qu'on veut essayer de résoudre. Donc, on le découpe en plusieurs composantes et des composantes qui communiquent entre elles pour résoudre un problème. De l'autre côté, on a le Reactive Manifesto qui, lui, justement, fournit des mécanismes techniques garantissant l'autonomie et l'interaction efficace des composantes justement qu'on a identifiées. Et donc, cette synergie-là, justement, permet une architecture robuste, évolutive, qui peut donc gérer des millions de requêtes assez rapidement, même dans un contexte où on a des charges élevées ou alors où on a des erreurs. Donc, c'est un peu ça, la synergie que ces deux composants-là proposent pour avoir une conception, une modélisation d'un système assez performant. Donc, maintenant, ça c'était pour la théorie, un peu poser les bases théoriques, avant de voir comment donc justement ces principes-là ou alors ces philosophies-là ont été appliquées dans un projet réel et les résultats justement que ça a donné. Donc, Chateyamo est une application de rencontre en ligne qui a vu le jour en 2020. Et donc, au départ, lorsqu'on lançait l'application, on avait deux challenges majeurs. Le premier, c'était il fallait valider l'idée assez vite. Donc, mettre l'application sur le marché assez rapidement et voir s'il y a s'il y a de la demande pour ce genre d'application-là dans la communauté. Et le deuxième challenge, c'était être prêt à scaler rapidement au moment opportun. Donc, si jamais il y a de la demande, il faut bien que notre application puisse gérer les requêtes. Donc, ce que nous, on a décidé de faire, comme vous pouvez voir, c'est que au départ, nous sommes partis sur un MVP assez minimalistique. Donc, comme vous pouvez voir là à droite, l'application, c'était pas vraiment joli. Euh, je me demande même, quand je regarde ça, je me demande même comment les utilisateurs faisaient même avant pour utiliser ça. Donc, le design était éclaté et c'était pas joli. Et aussi, les fonctionnalités étaient quand même assez réduites. Donc, en tant qu'utilisateur, tu pouvais voir maximum 10 profils par jour. Et bon, ça nous a aussi un peu pénalisé au début parce que bon, les utilisateurs étaient désengagés assez rapidement, ce que bon, on comprend aussi. Mais sur le côté technique, on n'a pas fait de compromis. Sur le côté de l'architecture, on s'est dit, on va faire les choses bien dès le départ pour être prêt au cas où les choses fonctionnent. Donc, du côté mobile, on utilise Flutter. Flutter nous permet de toucher, d'avoir du code iOS et Android sans avoir à implémenter l'application deux fois parce que, bon, côté ressources, on n'a pas forcément les ressources nécessaires. Donc, et l'application mobile communique avec notre backend par HTTP. Et on utilise bon, des services d'Amazon comme les Route 53, le ELB, le S3 pour enregistrer les images des utilisateurs, les vidéos, tout ce qui sont les médias. On utilise AWS Recognition pour la modération des profils sur notre plateforme. On utilise CloudFront, qui est un cache global assez performant. Et comme base de données, on utilise Cassandra. Bon, là déjà, euh, la question qui va peut-être venir plus tard, c'est pourquoi Cassandra ou alors pourquoi une seule instance Cassandra et tout. Je vais entrer un peu plus en détail plus tard. Ensuite, on a donc notre Kubernetes cluster et on a dans notre Kubernetes cluster, on a toutes nos instances, nos composantes ou alors nos microservices. Composantes, quand on vient du DDD, microservices, si on parle d'architecture microservice, et, ou alors pod, quand on est dans le contexte de Kubernetes. Donc, ici déjà, et ce qu'on a au milieu là, c'est Kafka. Donc, c'est un message broker. Donc, ici déjà, quelque chose qui peut sauter à l'œil, ou alors la question qu'on peut se poser, c'est que ces services-là, en fait,
ils ne se connaissent pas entre eux. Donc, par exemple, le profile qui gère les données de profil des utilisateurs, il ne connaît pas le média, par exemple, qui gère les photos et les vidéos des utilisateurs. Et comme je dis, à première vue, ça peut porter à confusion. Pourquoi ainsi de suite? Bon, nous, on a préféré dans le temps, quand on développait, de suivre à la lettre les principes du Reactive Manifesto. Comme j'ai dit tantôt, on a vu un des piliers qui était le message driven. Les composantes doivent communiquer de façon asynchrone. C'est pour ça que nous, on a décidé que les services, les microservices ne se connaissent pas entre eux. Ils communiquent par un message broker de façon asynchrone. Et comme j'aime bien le dire, c'est en architecture, il n'y a pas de vrai ou faux. En architecture, on fait des trade-offs. Nous, on a décidé de mettre en avant la réactivité dont le système doit pouvoir répondre aux requêtes le plus rapidement possible. Mais le trade-off, c'est que on replique beaucoup de données. Donc, si le profil veut répondre à une requête, il a besoin des données qui viennent du média, alors il doit subscribe à un topic de Kafka, enregistrer ça aussi dans sa base de données à lui. Donc, on replique énormément de données. Pour nous, c'est OK, mais pour un autre certain cas de figure, ça peut ne pas être OK. Mais nous, on accepte ça parce que ce qui est important pour nous, c'est que les utilisateurs, lorsqu'ils font une requête, la requête doit être traitée très rapidement. Donc, lorsque le profil veut répondre à une requête, même s'il a besoin des données qui viennent du média, il les a déjà en interne. Il n'a pas besoin de demander au média, attendre que le média lui réponde avant de répondre. Un autre avantage, c'est que on a vu aussi un des piliers, c'est que l'application doit pouvoir fonctionner même en cas d'erreur. Donc, si le média est down pour des raisons multiples, le user profile peut continuer de fonctionner même si le media service est down. Donc, voilà, en mettant en œuvre les principes du Reactive Manifesto qu'on a vu tantôt, qui sont la résilience, le message driven, ça nous donne une architecture quand même assez robuste qui fonctionne même en cas de problème et en cas de charge. Donc, c'est un peu ça comment on a appliqué les principes du Reactive Manifesto. Et l'autre aussi qui vient en jeu, c'est l'élasticité. Donc, avec l'élasticité, ce qui se passe, c'est que si on veut, par exemple, scale le User Profile Service pour des raisons, oui, qui nous sont souvent incompréhensibles, on peut le faire sans forcément avoir aussi scale le chatroom, par exemple, ou le authentication. Donc, les services sont un peu indépendants les uns des autres. Et donc, bon, on a environ une dizaine de microservices ou alors de bonded context ou de composantes si on vient du DDD, quoi. Donc, en fait, voilà un peu à quoi ressemble notre architecture. Et bon, là, j'ai mentionné tout à l'heure, on a Cassandra. Bon, la question qui revient souvent comme notre architecture, c'est pourquoi utiliser juste un cluster Cassandra alors qu'on a plusieurs microservices? Bon, la réponse ici, en fait, c'est Cassandra, il utilise ce qu'on appelle les key space. Un key space en Cassandra, on peut se le représenter comme une base de données dans Postgres, par exemple, parce que dans Postgres, tu peux créer plusieurs schémas ou alors bases de données et qui sont indépendantes les unes des autres. Et Cassandra le fait très bien parce qu'un key space dans Cassandra, c'est comme un microservice en fait. C'est comme une composante qui est indépendante des autres key space. Donc en fait, chaque microservice a son key space à lui. Et ce key space-là, on peut le scale indépendamment des autres key space. Donc en fait, bien que ça ait l'air ici d'être une seule composante, en interne, Cassandra les gère de façon indépendante les unes des autres et les scale de façon indépendante les unes des autres. Donc, en fait, cette architecture qu'on a ici avec nos microservices qui sont aussi scalables indépendamment les uns des autres, on a la même chose dans Cassandra. Bon, Cassandra est né chez Facebook aussi pour les mêmes raisons parce que, bon, ils étaient arrivés à un niveau où ils avaient besoin d'une base de données qui peut gérer la charge qu'ils avaient. Et dans le temps, donc, les bases de données relationnelles ne pouvaient pas gérer la charge qu'ils voulaient. Et donc, c'est justement comme ça qu'ils ont développé en interne Cassandra. Et nous aussi, dans le contexte de Chateyamo, on est vraiment
vraiment impressionné par la performance de Cassandra, bien que bon, c'est un outil quand même assez complexe, il faut le dire, comparé aux bases de données relationnelles. Oui. Donc, les avantages de cette architecture pour nous, comme je dis en architecture, il n'y a pas de vrai ou faux, il y a juste des trade-offs. Mais cette architecture-ci nous permet de pouvoir gérer rapidement les requêtes des utilisateurs, d'être tolérant aux pannes. Lorsqu'un service est down, ça n'impacte pas directement les autres services. Les autres services peuvent continuer de fonctionner sans problème parce que justement, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Les services ne se connaissent pas les uns les autres. Donc, ce qui fait aussi que ça nous permet de gérer des millions de requêtes par jour. On peut, la scalabilité, elle est donnée aussi sans changement de code. Donc, on peut scale de façon presque infinie sans changer une seule ligne de code. Et bon, les déploiements peuvent être faits sans interruption et le time to market, par exemple, est quand même assez rapide. Lorsqu'on veut développer un feature qui est spécifique, par exemple, au chat room, on touche juste le chat room et le reste est intouché. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, comment est-ce que ça se traduit donc par les métriques? Donc, ça, c'est l'un de nos services, par exemple, qui est le chat room. Là, nous sommes en train de voir la métrique, le P99. Comme le speaker avant moi l'a mentionné, en fait, le P99, c'est une métrique qui dit, si par exemple le P99 est 5, ça veut dire que 99% des données qu'on voit sont inférieures à 5. Ici, on voit sur une timeline sur une période de 1 semaine, et on peut voir là que les pics, certes, on a des pics des requêtes qui mettent plus de 10 secondes, mais en majorité, on a des requêtes qui mettent moins de la seconde. Donc, des requêtes qui mettent moins de la seconde, beaucoup moins que ça. Donc, ça, c'est justement possible parce que, bon, l'architecture permet ça. Et aussi, bon, pour des raisons de coût, même ceci où on a le pic, c'est juste que, bon, on ne veut pas aussi trop scale parce que, bon, nous sommes aussi limités avec les coûts. Donc, on accepte ces pics-là de temps en temps parce que, bon, oui, on ne peut pas se permettre d'avoir, par exemple, 10 serveurs, 10 instances, quoi, par microservice. Sinon, on aurait beaucoup trop d'instances et nos coûts exploseraient. Et maintenant, ici, ça, c'est un autre graphe qui montre le nombre de requêtes qu'un de nos services réussit à gérer par jour. On voit par exemple que ici, par jour, on est sur entre 4 et 5 millions de requêtes par jour. Et avec des latences, comme on vient de montrer, qui sont assez basses. Donc, justement, comme je disais tantôt, tout ça, justement, est possible parce que l'architecture a été mise en place pour pouvoir permettre ça. Et en gros, au début, lorsqu'on a commencé, la charge était quand même assez limitée. Donc, on n'avait pas le nombre d'utilisateurs qu'on avait maintenant. Donc, on était juste sur une machine. Donc, on était Please, chez can un you round cloud. up? Can you round up, please? Thank you. Yes. Donc, on était chez un cloud provider et puis, bon, on avait juste une machine. Et dès que la charge a augmenté, ce qu'on a fait, c'est que, bon, on a switch vers AWS IKS. Et là, bon, sky is the limit, quoi. Donc, on peut juste ajouter les machines sans avoir changé le code et puis on peut gérer un nombre de requêtes assez infini. Donc, c'est ça. Donc, juste pour finir, l'architecture ne doit pas être prise à la légère. Elle peut être ton meilleur ami ou alors ton pire cauchemar. À toi de décider. Donc, merci pour votre attention et je suis prêt à prendre les questions. For your patience. So, can you hear me? Okay. Thank you, Javert, for your presentation and for your patience with us because this is the second time that you are doing a presentation. And thank you equally, our audience, for your attention. So, at this moment, we're going to ask if you have any question. For those in the hall, do you have any question before we can go online? Any questions?
with respect to the presentation of Jever. Okay. Online, is there any question? Okay, you have your question. Can you read and answer, please? Thank you. Félicitations pour la mise en place de cette architecture scalable. N'était-il pas risqué en termes de coûts? Oui, en fait, bon, c'est, à mon avis, c'est une question qui vient le plus souvent. Mais le problème ici, comme j'aime toujours le dire, l'architecture ne veut pas forcément dire coût. L'architecture, comme j'ai montré au départ ici, au départ, on était juste sur une machine. Et l'architecture était la même. On n'a pas changé d'architecture, on était sur une machine avec l'architecture qu'on avait. Et donc, dès qu'on a pu se le permettre, donc, c'est où on est parti sur le cloud, sur AWS, avec la même architecture, mais juste plus de machines. Donc, juste pour dire en fait que l'architecture et les machines, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. L'architecture et les ressources que l'architecture utilise en interne, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Et c'est souvent l'incompréhension qu'on a dans le domaine de la tech. Okay, no other question. So, considering I have a remark to make, considering we had a speaker that talks about that advised us to not go immediately on microservices, but to go with an application that is in modules, so as to know the need, right? Which application needs to pass into microservices. So, the question is almost like this one. So, did you already know that your application needed to be microservice, or you actually started with modules before transitioning into microservices? Oui, c'est une bonne question. Et bon, je dois avouer, hein, c'était une erreur qu'on a faite. On aurait dû commencer par le modular monolithe, comme on l'appelle, donc avoir des modules dans un même projet, avant de plus tard, quand on maîtrise notre domaine, donc maintenant extraire les microservices les uns après les autres. Ça, c'est clair, mais c'est une erreur qu'on a faite au début. Maintenant, bon, avec les erreurs, on apprend. Okay. Ladies and gentlemen, this comes to confirm the presentation of our speaker Narcis that when you are developing an application, it's advisable to start with with modules that are easily separable. After that, if you get to face problem of scalability, then you can move on to microservices. By then, you will be basing on data and the fact that you know that this application is demanding to be separate. Thank you very much, Jever, for your presentation. And we still hope to have you next session of Kutano, because it keeps going on. And thank you very much. And I Thank you hope for you have having me. more subscriber and more application download for Chateyamo. Thank you very I much. also hope so. Thanks for having me. Bye.